Bienvenue à toutes, bienvenue à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin pour une nouvelle émission de Sagesse bouddhiste. Nous allons explorer aujourd'hui une expérience qui nous concerne tous et qui peut bien souvent nous préoccuper, celle des obstacles rencontrés lors de la pratique de la méditation, plus spécifiquement dans le bouddhisme zen. Une loi psychologique estime que nous sommes dominés par tout ce à quoi nous nous identifions et que nous dominons tout ce dont nous nous désidentifions. Rendue consciente, cette loi nous aiderait donc à lutter contre l'angoisse et l'anxiété. Cela pourrait être la règle pour vaincre les différents moments difficiles que nous rencontrons en zazen, qu'ils soient physiques, émotionnels ou spirituels. Alors, quelles différentes formes peuvent prendre ces obstacles et comment y remédier ? Qu'en est-il par exemple de la douleur ? Quels peuvent être les autres pièges et les contraintes ? Et enfin, comment le fait de les surmonter peut-il nous permettre de nous sentir mieux avec nous-mêmes, mais aussi avoir un impact plus global sur la société ? J'ai le grand plaisir d'accueillir, pour en parler, Marc de Smet. Marc de Smet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes un ancien disciple de Maître Tezen Deshimaru. Vous avez été son disciple pendant 11 ans, plus exactement. Vous avez d'ailleurs édité la plupart de ses livres. Vous coéditez et dirigez la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Vous êtes également éditeur aux éditions du Relier. Il vous arrive d'enseigner la méditation laïque et vous venez de publier cet ouvrage passionnant, Les racines de la méditation, chez Albin Michel. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui, Marc de Smet. Merci. Alors, quelle belle aventure que ce livre, hein. Racontez-nous un petit peu. En fait, c'est un livre que j'ai écrit il y a 40 ans et qui s'appelait Les techniques de méditation, et qui reprenait un peu dans tous les courants spirituels, pas uniquement bouddhistes, aussi bien chrétiens, dans le judaïsme, dans l'islam, dans l'hindouisme, etc., justement les fondements de la méditation. Et il a été réédité, c'est ce qu'on appelle un long-seller, c'est-à-dire qu'il était réédité tous les 2 ou 3 ans. Je l'avais un peu revu il y a 20 ans. Puis là, quand on m'a annoncé une nouvelle réédition, on m'a dit, est-ce que vous voulez qu'on change la couverture ? J'ai dit, bon, je vais quand même revoir le livre lui-même. Et quand je l'ai relu, je me suis dit, oh là là, il y a quand même beaucoup d'eau qui est passée sous les ponts. Il faut absolument que je le refonde. Et j'ai donc carrément fait... coupé énormément, rajouté énormément, insufflé. Il y avait plein d'enquêtes scientifiques et il fallait se mettre au jour. Il y avait la pleine conscience qui était apparue, enfin, beaucoup d'avis intéressants, etc. Donc, j'ai vraiment voulu faire quelque chose à partir de ce fond-là, de nouveau, et donc, sur de l'ancien, du neuf, et un nouveau titre qui est celui des racines de la méditation. Alors, nous allons y revenir un petit peu plus tard. Mais avant, j'aimerais que vous me disiez quelques mots sur votre parcours, qui est quand même assez atypique. Je le disais, vous avez été disciple de Maître Tezen Deshimaru, aujourd'hui enseignant donc, de méditation laïque. Qu'est-ce qui s'est passé pendant tout ce temps-là, Marc de Smet ? D'abord, je suis mu par une curiosité intense. Curiosité des êtres, curiosité de l'histoire, curiosité des civilisations, curiosité des courants spirituels en particulier. Et j'ai toujours voulu mêler la méditation et l'action. Voilà, donc à la fois, j'ai été fasciné par tout ce message qu'avait à nous délivrer l'Orient. À la fois, j'ai été fasciné par le fait qu'il nous délivrait aussi des techniques qui nous manquaient en Occident. Hein. Je vous parle donc il y a 40 ans, c'était presque le tout début du yoga en France, du zen avec Deshimaru, etc. Enfin, c'était vraiment les balbutiements. Et puis à la fois, j'étais fasciné par l'écrit et par les professions de l'écrit. Et donc, j'étais à la fois journaliste et très vite éditeur et tant de choses comme ça. Je le disais également, vous enseignez la méditation dite laïque. Pourquoi vous plaidez aujourd'hui pour cette méditation ? Pourquoi laïque ? Parce que je pense que la méditation dépasse infiniment toutes les écoles possibles et imaginables et qu'elle doit vraiment pénétrer dans notre société de façon forte, aussi bien au niveau des écoles, des hôpitaux pour aider au stress des maladies, pour aider les gamins à se détendre dans les écoles, même si on n'emploie pas le mot méditation. Mais vous voyez ce que je veux dire, il y a des façons d'apprendre à respirer, des gestes, des choses comme ça qui peuvent faire énormément de bien et qui doivent vraiment
entrait dans notre société. Notre société, on parle toujours de pollution physique, mais elle est terriblement polluée psychiquement. Il faut vraiment se faire aider de ces techniques millénaires qui font du bien. Et d'ailleurs, elles entrent très naturellement dans la société. Donc voilà. Alors, justement, bon, on vous entend, mais méditer, c'est pas toujours facile. Et on va revenir au thème de notre émission, qui est donc les obstacles à la méditation. Vous en identifiez 5 principaux qu'on appelle bonos. Quels sont-ils, Marc de Smet? Les bonos, alors c'est traditionnel dans le bouddhisme. Hein. Ce sont en quelque sorte l'obstacle qu'on rencontre pendant la pratique de la méditation. Le premier a vraiment trait à notre vie quotidienne. C'est-à-dire que nous sommes tout le temps préoccupés d'un tas de choses. Donc c'est le bono de situation, on peut l'appeler comme ça. Bono de situation, tout à fait, tout à fait. Et quand on se met dans la méditation, très souvent nous reviennent ces préoccupations qui peuvent être soit familiales, soit professionnelles, soit bancaires, soit sociales, etc. Plein de choses comme ça, soit des angoisses qui remontent à, par exemple, la crise climatique que nous vivons, l'avenir du monde, etc. Donc toutes sortes de contrariétés, en fait. Toutes sortes de contrariétés, voilà. Et qu'il faut savoir regarder paisiblement et dont il faut savoir se détacher. Et c'est ça la grande force de la méditation, c'est qu'à force d'immobilité, de calme et de respiration, parce que c'est le moteur de la méditation, c'est la respiration, nous arrivons à nous détacher de cela. Ça, c'est le premier bono, qui est ce bono, en effet, de situation qui traite à notre vie quotidienne. De tous les jours. Hein. Alors, le second bono, c'est le bono fantasmatique. Fantasmatique. Alors là, c'est la même chose. Nous avons tous en nous des désirs enfouis, des rêves ou des imprégnations diverses. On a regardé un spectacle à la télé qui nous a choqués, ou des infos parfois, ou des choses comme ça. Ça va revenir, ou on a entendu une nouvelle traumatisante, ou on a vu un spectacle sensuel qui va nous revenir. C'est un peu comme dans nos rêves. Nos rêves sont baignés aussi de ce qui nous fait. Et là aussi, le détachement. Et ce qui est très important là-dessus, c'est de ne pas, si vous voulez, fixer rien. Hein, Maître Deshimao disait par exemple, il faut laisser passer tout ce qui se passe en nous comme des nuages dans le ciel. Et simplement laisser passer. Ne pas entretenir, ne pas juger. Alors, c'est moche ce que je suis en train de vivre. Ne pas freiner. Simplement laisser passer. Et simplement regarder et respirer. Et petit à petit, cette espèce d'amas de choses qui traînent à l'intérieur de notre tête commence à diminuer et on peut le regarder de manière beaucoup plus paisible et s'en détacher. Alors, est-ce qu'on peut évoquer les autres bonos qui sont donc le bono héréditaire, le bono d'état intérieur et le bono dit de la suffisance? Oui. Alors, bono héréditaire, c'est quoi? C'est tout notre karma familial, en quelque sorte. Karma familial, c'est très subtil. Ça peut être fait de douleur, de frustration, de sévices, allons savoir quoi, de regrets parfois, qu'on n'a pas été assez bien par rapport à nos parents, ou que ceux-ci n'ont pas été bien par rapport à nous. Bon, ce qui est intéressant dans la méditation, j'aime beaucoup la formule de Maître Deshimao qui disait « la méditation coupe le karma », quel qu'il soit, de situation fantasmatique, familiale, etc. Après, il y a tout le côté de se sentir, en effet, bien installé dans une voie, de croire être arrivé donc quelque part. C'est bono dit de la suffisance. De la suffisance. Moi, je médite, alors je suis meilleur que les autres, etc. On n'a pas gardé l'esprit du débutant, quelque part. Hein. Exactement. C'est une très jolie formule qu'aiment beaucoup d'ailleurs tous les maîtres, qui disent il faut garder l'esprit, en effet, des débuts. Alors, Marc de Smet, que représente la zone de confort et le découragement? Alors, la zone de confort, c'est quand on choisit une voie spirituelle, par exemple, un certain bouddhisme, et qu'on ne s'intéresse plus du tout à tout le reste. Voilà, parce qu'on est bien là-dedans. Bon, c'est très bien de savoir choisir sa voie une fois qu'on l'a trouvée. Mais ça ne nous empêche pas, je pense, et c'est très important, d'être écuménique. C'est-à-dire de continuer à vouloir dialoguer et ne pas juger les autres courants. Nous ne sommes pas... Le courant que nous avons choisi est le meilleur pour nous. Mais ça ne veut pas dire qu'il est le meilleur en général. Et je vois très souvent dans les courants spirituels des sortes de jugements qui font que, Alors, qu'en est-il du découragement, de la fatigue Fatigue, découragement, lassitude.
Ça nous guette tous. Bon, on est tous là à se demander est-ce que ce que je fais est bien et va plus loin. Mais là aussi, je pense que je vais reciter encore Maître Deshimaru qui disait dans la méditation, effort is necessary, c'est-à-dire que l'effort est tout le temps nécessaire. On doit tout le temps, en quelque sorte, c'est à refaire tous les jours, si vous voulez. C'est vraiment ce fameux Koan Zen, une journée, une vie. Tout le temps avancer et se remettre face à soi-même pour continuer à progresser. Alors, il reste un obstacle, et non des moindres, qui est celui que peut représenter en fait la position de zazen et la souffrance qui va avec. Alors, ce maître bouddhiste thaïlandais de la forêt, Ajahn Chah, nous disait qu'il fallait justement inspirer, expirer dans la douleur et ne pas la fuir. Quand vous fuyez la douleur, disait-il, vous fuyez vers la douleur. Exactement. On se fait trop coincer par les douleurs diverses qui peuvent nous envahir pendant la méditation, qui peuvent être des douleurs psychiques, mais qui sont aussi des douleurs de dos ou de genoux, allez savoir quoi, des crampes, etc. Et j'ai toujours remarqué que la justesse du conseil zen qui consiste à respirer profondément et expirer dans la douleur. Bon, il y a d'autres conseils qui disent qu'il faut peler la douleur comme un oignon, etc. Mais rien que le fait de respirer profondément et d'envoyer... Vous voyez ce que je veux dire ? La respiration, c'est le moteur parfait. C'est vraiment ce qui doit en quelque sorte primer dans la méditation. Et c'est ça qui nous permet en quelque sorte de changer le curseur de place. Vraiment... Alors justement, Marc de Smet, on va conclure là-dessus, pour se rendre compte qu'on doit changer le curseur de place, comme vous dites. Il y a un très bon indicateur. En fait, on l'appelle soit Sanran, donc l'excitation, soit Kantin, l'assoupissement. Et cela, on le voit notamment à travers la posture des mains. Est-ce que vous pouvez nous montrer comment ça se traduit ? Ben oui, il y a ce magnifique mudra de la méditation, qui est vraiment un mudra, un geste très très fort, où les pouces sont horizontaux, et qu'on retrouve depuis le Bouddha, et qu'on appelle ça le mudra de la méditation, qui a d'autres noms aussi, mais enfin... Et ça a l'excitation, c'est-à-dire que quand on est en posture et qu'on commence à vraiment s'énerver parce qu'on en a marre, parce qu'on a mal, parce que ci, par là, les mains montent, les doigts montent, si vous voulez. Et on dit dans le zen qu'il ne faut pas que les mains fassent ni montagne, ce qui est le cas dans Sanran, ni vallée, c'est-à-dire qu'elles tombent, qu'elles se lâchent en quelque sorte, que même les mains se lâchent complètement. Il faut essayer de garder cette voie du milieu que nous aide à garder le mudra de la méditation. Et c'est un geste très très fort, parce qu'à la fois c'est un geste d'accueil, c'est comme une coupe qui accueille, et à la fois c'est un geste d'équilibre qui nous permet de profondément être entre les deux univers, de l'affaissement, de la dépression et de l'énervement qui nous habite tellement dans cette société, et qui nous permet de retrouver cette voie du milieu qui est chère au bouddhisme et aux bouddhistes en général, et qui est quelque chose, je pense, très important dans notre société, que l'on soit bouddhiste ou pas. Bien, nous allons nous quitter sur ces très belles paroles. Merci beaucoup, Marc de Smet. Merci à vous. Avant de nous quitter, je vous rappelle le livre de notre invité sur lequel nous sommes basés pour préparer cette émission, Les racines de la méditation et des pratiques d'éveil, publié chez Albin Michel et préfacé par Christophe André. Un ouvrage de référence en la matière qui offre une synthèse remarquable de l'histoire, de l'esprit et des techniques de méditation venues de tous les horizons, du bouddhisme au taoïsme, du zen au soufisme et de l'hindouisme au christianisme. Toujours de notre invité, nous vous proposons Retrouver l'esprit de la méditation, aux éditions Le Relier. Fin connaisseur des spiritualités du monde entier, Marc de Smet a réuni ici des textes anciens et modernes, d'Orient et d'Occident, autant de paroles inspirantes dont il propose un recueil fort bien documenté. Et enfin, un livre de Pierre Turlure, 3 maîtres zen, le vertueux, le rêveur, le vagabond. L'auteur nous raconte les 3 vies hors du commun de Maître Dogen, grand maître du XIIIe siècle, du poète errant et moine mendiant Ryokan, 5 siècles plus tard, ainsi que celle de Santoka au début du XXe siècle, toujours aux éditions du Relier. C'est la fin de cette émission, vous pouvez la revoir pendant un mois sur France.tv. Nous vous souhaitons un excellent dimanche.